Nous allons réaliser un premier exercice sur le CSS, c'est-à-dire de mettre en place un certain visuel. On l'a le visuel. En règle générale, lorsqu'on construit une page web, le visuel il est dans notre tête, on va dire. Mais là, on va dire que c'est quelqu'un qui nous a demandé de reproduire un visuel et on va s'évertuer à le faire. Alors le visuel, le voilà. C'est pas spécialement joli, hein, mais plus c'est joli et plus c'est compliqué à faire. Donc on démarre sur des choses avec des couleurs basiques, hein, vous voyez. C'est probablement des rouges, du rouge couleur primaire, le vert pareil. Bon, après il y a des couleurs un petit peu plus subtiles, genre orange, mais ça reste quand même des couleurs qui sont très certainement dans les couleurs par défaut gérées par le CSS. On va, on va démarrer donc d'un fichier HTML existant qui est celui-là, donc, dont on a déjà parlé dans les exercices précédents. Voilà, bon, il n'a rien de particulier, si ce n'est que ce que le visuel qu'il reproduit actuellement, c'est celui qu'on va observer là. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est beaucoup moins joli que celui auquel je vous invite de parvenir, mais bon, c'est moins coloré. Pour le moins, c'est moins coloré. Tout est mis sur le côté gauche de la page. Bon, c'est améliorable, même si le visuel que je vous propose n'est pas génial non plus. Voilà, alors donc on parle de celui-là, et celui-là, il n'y avait aucun CSS. C'était le texte presque brut, parce qu'il y a quand même un tout petit peu de visuel qui est géré dans le HTML. Normalement, hein, c'est le CSS qui gère la totalité, mais il y a quand même le fait que les titres soient écrits en plus gros, qu'on puisse quand même insérer des images, c'est pas rien au niveau visuel, qu'on voit que, par exemple ici, moteur de recherche, puisque c'est souligné et que c'est dans une couleur différente, une couleur gérée par défaut par les navigateurs, on voit que c'est un lien. Donc quand on dit on voit, c'est qu'il y a un aspect visuel qui est important. Là, on les a obtenus avec les balises strong, le fait de voir ce gras là, avec les noms des moteurs de recherche. Bon, il se passe quand même des choses déjà. Mais pratiquement tout ce que je viens de citer, c'est du ressort du HTML et rien d'autre, hein. Tout le reste, quand vous voulez modifier ce type de visuel-là, il faut maintenant, désormais, à une époque, on avait quelques balises qui géraient ça dans le HTML, mais maintenant, il faut faire ça systématiquement dans le CSS. C'est bien plus pratique. Si on veut, par exemple, si on veut modifier la totalité du visuel, vaut mieux qu'il n'y ait pas de choses gérées dans le HTML, qui est uniquement le CSS. Alors, comment ça se passe? Jusqu'à présent, on a travaillé avec un seul fichier HTML. Là, maintenant, on va en créer un deuxième. On va créer un deuxième fichier et on va procéder de la même manière. Alors, vraiment, peu importe l'environnement de travail dans lequel vous êtes, si certains d'entre vous travaillent uniquement dans le bloc-notes, par exemple, de Windows, lorsque vous enregistrez le fichier, vous faites fichier enregistré sous et vous choisissez l'extension, c'est vous qui écrivez l'extension du fichier, il faudra ce fichier CSS qui soit d'extension .css. Mais c'est également un fichier texte, hein. Le bloc-notes suffit pour créer des fichiers CSS. Donc voilà, c'est très ressemblant avec un fichier HTML, sauf que le fichier HTML, il est d'extension HTML, et le fichier CSS, il est d'extension CSS. Alors moi, j'utilise, euh, pour, euh, pour ces exercices-là, en tout cas, j'utilise l'environnement de développement Brackets, qui me permet de créer des fichiers HTML, CSS, JavaScript, etc. Tout ce qui tourne autour du web, en tout cas, mais je peux le créer ainsi. Donc les captures d'écran que vous voyez sont toutes issues de brackets. Alors celle-là, en tout cas. Là, c'est bracket aussi, mais on s'en aperçoit pas vraiment.
Là, je suis à l'intérieur du fichier HTML, le fichier duquel je pars, celui dont on a vu le code dans les diapositives précédentes. Et donc en fait, je ne modifie qu'une seule ligne par rapport à ce fichier, c'est-à-dire par rapport au visuel que j'ai actuellement. C'est une ligne que je rajoute dans la balise head et que je mets, alors ça n'a pas d'importance l'ordre, hein, là moi je l'ai mis après title, mais si vous l'avez mis avant, ça n'aurait strictement rien changé. Bon, en général, les liens vers les fichiers extérieurs, on a tendance à les mettre en dernier dans la balise head. Alors voilà, voici en surligné en jaune la ligne de code qu'il faut rajouter pour pouvoir relier, parce qu'il faut expliquer, à la page web votre fichier HTML à quel fichier CSS il est relié. L'adresse relative du fichier CSS doit se trouver ici. Après le href égale, entre guillemets, il y a l'adresse. Alors là, il n'y a pas de slash, il n'y a pas de chemin sur mon ordinateur, parce que j'ai décidé, par souci de simplicité, j'ai décidé de mettre le fichier CSS dans exactement le même dossier que mon fichier HTML, d'où j'ai juste à mettre le nom de ce fichier avec son extension, hein. Et alors que la bonne pratique, c'est quand même de créer un dossier, un peu comme pour les images. Pour les images, on crée un dossier image qui accueille toutes les images. Et bien, pour le CSS, comme il peut y avoir plusieurs fichiers CSS, on a tendance à créer un dossier CSS dans le même dossier qui accueille la page HTML, avec la liste de tous les... ça s'appelle des feuilles de style, avec la liste de toutes les feuilles de style. Bon, moi j'ai mis dans le même dossier, c'est pas... pour ce qu'on a à en faire, c'est pas très embêtant. C'est pas embêtant du tout d'ailleurs. Alors, je vous explique qu'il faut indiquer qu'il va y avoir un lien entre fichier HTML et fichier style, sinon je ne peux pas appliquer le visuel imposé par style.css. Et donc c'est dans une balise link comme lien. Quel est le type de relation qu'il existe entre les deux? Stylesheet, feuille de style. Donc ça c'est le style. Et quel est le type du fichier? C'est un fichier texte CSS. Voilà ce que signifie cette ligne. Et à partir du moment que vous commencez à travailler avec le visuel, que vous êtes plutôt content du contenu de votre page HTML, vous n'aurez plus jamais, pour ainsi dire normalement, hein, plus jamais besoin de toucher au fichier HTML. En tout cas, nous, on ne va plus y toucher. Il y aura un autre exercice après celui-ci avec un nouveau visuel. On ne touchera pas une seule ligne de code dans ce fichier, si tant est qu'on remplace notre nouvelle feuille de style en conservant le même nom. Si on conserve le même nom et qu'on enlève la précédente, il y aura toujours style.css ici. Si vous changez le nom, par exemple style2.css, il y aura juste à mettre un 2 ici et rien d'autre à changer dans le fichier HTML. Alors, on va continuer. Je vais regarder si j'ai des questions avant de vraiment démarrer. Là, il n'y en a pas. Là, est-ce qu'il y a des questions là? Non, peut-être une. Hop. Non, c'est ailleurs. Alors, je remets le visuel. Je vais le remettre de manière récurrente tout au long de cette présentation pour qu'on se rappelle ce qu'il faut faire. Alors, là, vous voyez, je ne reviens pas sur le slide où il y a le visuel duquel on part, c'est-à-dire un fond blanc et puis que du texte en noir. Les liens, on voit quand même de quoi il s'agit. Les moteurs de recherche sont en gras. Donc là, il va falloir qu'on cherche les choses les unes après les autres. Alors, l'ordre que je choisis, c'est pas du tout un ordre académique. On peut s'y prendre de façon complètement différente. Rien n'est imposé. Le traitement des balises se fait pas forcément par ordre alphabétique ou par un ordre quelconque. Vous pouvez le faire par ordre alphabétique parce que comment dire, il y a un moment, des fois, les fichiers CSS, ils sont très très longs.
parce qu'il gère la totalité, la quasi-totalité des balises qui sont présentes dans le fichier HTML. Et donc, peut-être qu'un ordre alphabétique, ça peut être pratique. Il y a des gens qui utilisent l'ordre hiérarchique des balises. Donc d'abord la balise body, puisque c'est celle qui... Enfin, la balise HTML, puis la balise body et la balise head, puisque ce sont celles qui englobent la totalité des autres, etc. etc. En procédant comme ça, on voit les choses se dérouler de manière hiérarchique et donc par ordre d'importance. Bon, nous, à notre échelle, nous sommes des débutants, donc on va se contenter de faire les choses dans l'ordre qui nous est intuitif. Moi, ce que je vois le plus dans cette page-là, c'est l'arrière-plan noir. Enfin, c'est ça qui me saute aux yeux au tout début. Donc on va gérer ça en premier. L'arrière-plan, visiblement, il a l'air de concerner la totalité du contenu de cette page, donc de la balise body. Pour pouvoir signaler, alors ça c'est mon fichier style CSS, hein. Vous voyez dans la partie gauche, c'est la partie gauche de brackets, où je vois la liste des fichiers sur lesquels je travaille, et il se confirme bien que je vais travailler seulement avec 2 fichiers. Le fichier HTML auquel je ne vais plus du tout toucher, désormais je vais juste le consulter pour voir le nom des balises, mais je ne vais plus du tout le modifier. Et mon style CSS qui, à l'étape d'avant, était totalement vide, et là je commence à remplir. Et je vais lui expliquer comment remplir, que dans la balise body, l'arrière-plan est de couleur noire. C'est ça que signifient ces 3 lignes-là. La balise, pour indiquer le nom d'une balise, vous mettez tout simplement le nom d'une balise, rien d'autre. Après, vous ouvrez une accolade, et ici, vous allez mettre la liste des propriétés que vous voulez voir appliquées au fichier HTML. Là, par exemple, background color, c'est la couleur de l'arrière-plan. Ici, c'est le code exact décimal de la couleur. Les 2 premiers chiffres, alors ça c'est que des zéros là, il y a un point au milieu, ce sont des zéros. Hein. Ces 2 zéros là, c'est le code hexadécimal correspondant à la quantité de rouge que je veux dans cette couleur qui est définie là. Là, la quantité de vert et là, la quantité de bleu. Je veux pas de vert, je veux pas de bleu, je veux pas de rouge. Les couleurs dans le monde numérique font que... enfin, les règles dans le monde numérique font que ça, s'il n'y a ni rouge, ni vert, ni bleu, ça donne du noir. Donc là, ça donne du noir. Ça, c'est le code de la couleur noire. Et puis, bah, si on vérifie... Alors, je vais vous montrer les étapes au fur et à mesure. Donc vous, ça serait bien que vous fassiez parallèlement pour constater les mêmes étapes. Alors, vous voyez là, j'ai tout mis en noir. Et puis, bah, c'est pas terrible, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui se passe là quand même? Ça a l'air quand même relativement étrange. On voit pratiquement plus rien d'écrit sauf les liens. Les liens, je les vois parce qu'en fait, c'est le seul dont la police soit pas en noir. C'est pas des écrits en noir. Et noir sur noir, hein, bah, je crois que vous devinez, on voit rien. Et comme les seules choses qui sont en couleurs différentes, c'est les liens, bah, je les vois. Je vois les liens, uniquement les liens. Bon, je ne sais pas si on a amélioré le visuel de notre page, mais en tout cas, on y va, et puis j'espère bien que petit à petit, les choses vont se dérouler mieux. Alors, là, on va essayer d'aller maintenant... quelles sont les choses que je vois ensuite? Bah, je vois tout à peu près du même niveau. Donc je vais commencer par le haut, puis petit à petit, je vais arriver jusqu'à tout en bas. Voilà, on va procéder comme ça. Donc on va habiller le titre, l'information sur le web, qui pour l'instant, dans le visuel, j'y reviens pas, hein, mais le visuel, c'est écrit un petit peu en gros, en noir. Alors c'était sur fond blanc, c'est plus sur fond blanc, mais bon, je vois plus rien pour le coup. Mais... Donc il faut que j'essaye de gérer ça. Il y a 2 choses à gérer. Il y a la couleur du fond, qui va accueillir le titre. Il y a, dans le coup, je ne veux plus que ce soit en noir, parce que je veux pouvoir le voir. Donc ça va être, ceci dit, le noir sur fond bleu, ça va donner quand même,
ça va donner quelque chose de visible. Mais le noir sur fond bleu, le bleu étant un peu foncé, là, ça ne sera pas quand même super visible. Et puis, il faudra centrer le titre. Voilà. Ça, c'est les 3 choses que je vais faire dans les diapositives suivantes. Alors, bon, parfois, on aimerait bien savoir quel est le code hexadécimal d'une couleur qu'on aime particulièrement et qui n'est pas une couleur primaire ou une couleur qui fait partie de la liste des couleurs gérées par le CSS. Et donc il y a tout un tas d'outils qui permettent donc, alors c'est systématiquement des outils qui font appel à cette petite icône qui est une pipette qui permet la pipette, donc vous l'amenez sur la couleur en question et vous cliquez sur la couleur et quelque part il y a le code hexadécimal qui apparaît. Il y a tout un tas d'outils payants, gratuits, etc. qui permettent de le faire. Dans les payants, il y a le plus classique, c'est Adobe Photoshop. Et puis, alors, il y a aussi... il est possible... Alors, je ne suis pas du tout sûr de moi, mais les dernières versions de Paint, je crois qu'elles ont des pipettes. Donc, de Paint qui est installé par défaut dans Windows. Il doit y avoir une pipette dans Paint à vérifier. Alors là, pour le coup, si vous êtes sur Windows, c'est installé par défaut, donc gratuit, entre guillemets. Il faut payer quand même Windows. Voilà, alors ça, c'est une proposition, elle est relativement utile. Tous les navigateurs, désormais, permettent d'installer des extensions, des plugins, qui permettent d'ajouter des fonctionnalités à ce navigateur. Et là, par exemple, pour Chrome, alors, bon, je mets par exemple Chrome, c'est pas que je veuille absolument faire de la publicité pour Chrome, mais uniquement parce que c'est actuellement le navigateur le plus utilisé sur la planète. Et donc, voici une extension Chrome, Eyedropper, qui permet donc d'utiliser ce type de pipette et de récupérer des couleurs. Voilà. Alors, même si là, dans le visuel qu'on a, il y a beaucoup de couleurs qui sont par défaut des couleurs primaires. Alors, le bleu, moi, j'arrivais pas quand même à avoir la sensation que ce bleu, c'était le blue, hein, le blue du CSS. Donc, j'ai quand même utilisé Eyedropper pour faire avec la pipette. Alors, il m'a déclaré que c'était alors que ça avait un nom, hein, que ça faisait partie de la liste des couleurs définies par le CSS. Et donc, il m'a dit que c'était Dark Slate Blue. Voilà. Alors, j'ai testé. J'ai testé sur... donc, j'ai mis cette couleur-là. Alors, oui. On est en train de gérer le titre de niveau 1. Il se trouve dans la balise... Le titre se trouve dans la balise H1. Donc, je rajoute à mon CSS une balise H1, toujours avec la même syntaxe accolade ouvrante, accolade fermante. Alors là, la propriété, c'est la même. N'allez pas croire qu'il y a une seule propriété à gérer. Hein. Là, c'est parce que c'est les 2 premières que je gère. Et donc, je mets la liste des propriétés qui vont être utilisées. Alors, vous allez voir, dans H1, il va y avoir au moins le fait que je veuille mettre en blanc le texte et que je le centre. Donc ça va être dans deux autres propriétés. Donc ici, à terme, il y aura au moins 3 propriétés. Alors, je teste la couleur. J'aurais pu mettre le code couleur. Je vais revenir sur le slide précédent. J'aurais pu mettre le code couleur qui est ici, pardon. 31 3C BF. Ça, c'est le code hexadécimal du Dark Slate Blue. Mais j'ai mis Dark Slate Blue, c'est quand même plus simple à écrire. Ça permet de tester la couleur. Et là, quand j'ai testé sur mon fichier HTML, je me suis aperçu que c'était quand même plus proche du violet. Et je n'étais pas tout à fait satisfait du rendu. Je trouve que c'était pas la même chose. Donc j'ai utilisé l'outil Pipette dans mon Photoshop à moi. Et ça m'a donné alors un code hexadécimal. Alors non, là j'ai testé. Oui, ça m'a donné un autre code hexadécimal qui ne m'a pas satisfait non plus. En fait, déjà ça dépend des écrans, hein, de la qualité d'écran que vous avez. Ça dépend
comment affichent les couleurs les navigateurs, comment affichent les couleurs le logiciel. Donc j'en ai eu marre, je me suis rabattu sur le bleu normal. Hein, là, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert. FF, ça veut dire que je mets à fond du bleu. Donc je me retrouve avec du bleu primaire. Et donc ça me donnait ça, un bleu un peu pétant. Je ne suis pas forcément satisfait non plus de ce résultat-là. Mais en tout cas, c'était plus proche. Alors j'ai failli m'arrêter là. C'était plus proche du bleu que je souhaitais que du violet précédent. Hein. Puis bon, bah, je me suis dit, tant qu'à faire, autant continuer. Donc j'ai remanipulé ma pipette avec un autre code. Donc celui-là, peu importe le logiciel que j'ai utilisé, hein, c'est pas super intéressant. Mais c'était peut-être encore un nouveau, c'est probablement un nouveau Photoshop en tout cas, si vous êtes vraiment curieux. Et là, je me suis retrouvé avec cette couleur-là, finalement, qui est un peu entre le bleu et le violet. Enfin, on voit pas, en plus, on ne voit pas tous la même chose. Hein. Et là, ça m'a semblé quand même relativement fidèle par rapport au visuel que je souhaitais. Bon, je suis resté là-dessus. Bien entendu, quand vous, si vous avez ce type d'exercice à réaliser, bah, vous allez... Quelque part, ça va comme être subjectif, parce qu'une nouvelle fois, il y a des raisons biologiques que je maîtrise mal, mais qui font qu'on ne voit pas tous les mêmes couleurs. Donc, alors, sur l'histoire des daltoniens, je suis à peu près au fait, mais même entre deux personnes qui ne sont pas daltoniennes, on ne voit pas la même chose. Donc là, par exemple, si on était en mesure d'évaluer ce truc-là, moi, en position de prof, je ne me permettrais pas, bien entendu, dire à quelqu'un ben non, c'est pas le même bleu. Par contre, la situation qu'on rencontre quand on a réalisé ce type de page web, c'est que vous êtes, par exemple, c'est votre futur métier, vous êtes développeur web, et il y a un client qui veut créer un site web pour son entreprise, qui vous propose un visuel avec des couleurs très précises. Alors là, par contre, il faudra tâcher d'être au plus proche des couleurs qu'il souhaite lui, et surtout de les faire valider, parce qu'une nouvelle fois, puisque les yeux ne voient pas forcément la même chose d'un être humain à un autre, bah, il faut faire valider les couleurs par la personne. Mais nous, on n'en est pas là. À partir du moment qu'on a un bleu qui ressemble vaguement au bleu du visuel de départ, il n'y a pas de souci. Alors, je vous ai dit que dans la balise H1, on allait à terme avoir 3 propriétés. Voici la deuxième. Donc, color, c'est la couleur du texte qui est à l'intérieur de la balise H1. Bon, visiblement, ça a l'air d'être blanc. C'est pas forcément un blanc. Hein. C'est pas forcément un blanc. Ça peut être un blanc cassé ou quelque chose. Bon, moi, je me suis dit que c'était un blanc. Alors, il me semble un peu plus pétant quand même que celui qui est sur le visuel. Mais bon, ça m'a paru plus simple de mettre un blanc. Voilà. Après, il ne manque plus qu'à centrer le texte. Et donc, ça gère avec la propriété TextAlign qui permet de justifier le texte à gauche, de justifier le texte à droite, ou de le centrer comme là. Vous pouvez utiliser les mêmes propriétés que dans un traitement de texte, hein, au niveau de TextAlign. Donc voilà, et là, ça va me donner donc quelque chose de satisfaisant. Je suis bien sur le titre, quasiment, hein, c'est presque très exactement ce que je souhaite, peut-être à la couleur près. Alors sur le slide suivant, je reviens, vous voyez le blanc, il est un petit peu moins blanc quand même ici, donc il est possible qu'il aurait mieux valu avoir un blanc un peu plus cassé. Bon. C'est pas très grave, une nouvelle fois, c'est à faire valider auprès d'un éventuel client, mais là, comme exercice pédagogique, il n'y a pas de souci. Alors, on va passer maintenant, puisque j'ai dit qu'on faisait les choses du haut en bas, on va passer aux autres types de niveaux inférieurs. Alors, il y en a dans ce fichier HTML, il n'y a que des balises H1 et des balises H2. Donc là, on va traiter les balises H2. C'est les deux qui sont en orange. Alors, j'ai envie de dire que c'est en orange. Ce qui fait qu'on va rajouter dans le CSS une troisième. Alors, je décale hein, pour qu'on voit bien ce qui se passe. On ne voit plus les premières lignes là dans mon CSS, celles qui concernent les body.
Donc je décale à chaque fois, je mets systématiquement les lignes précédentes et je laisse les numéros de ligne pour que ceux qui souhaitent faire ça en même temps que moi aient des points de repère dans le code CSS. Alors là, je vais traiter les balisages 2 et a priori, la seule chose, c'est toujours justifié. Ça va être justifié à gauche par défaut, donc j'ai pas besoin de mettre de text line. Et la couleur, bon, j'ai décidé que c'était orange, le orange de base. Et puis, finalement, ça a l'air d'être très proche de ça. Donc, voici mes deux titres H2 qui apparaissent. Hein. Ils avaient disparu parce que c'était noir sur noir. Voilà, là, le visuel est plutôt intéressant. Alors, on va passer maintenant... J'aimerais quand même voir mon texte. Donc, tout le texte qui est en blanc, ici, il était en noir, par défaut, en fait. Et après observation du fichier HTML, tout ce texte-là, enfin la totalité du texte concerné, pardon, est dans des balises P, paragraphes. Donc en fait, je vais gérer, pour avoir du blanc, je vais gérer uniquement les paragraphes dans le code CSS, et ça ne va pas avoir d'impact sur le reste, parce que ça... c'est dans des puces qui définissent des listes. Ce qui restera, l'image, elle n'est pas du tout dans un paragraphe. Donc en fait, ce que je veux en blanc, c'est systématiquement dans un paragraphe. Donc c'est très bien. On va rajouter dans mon CSS, je continue mon décalage, on va rajouter une balise P. Je fais pareil, P, accolade, ouvrante, fermante, la liste des textes, des propriétés, pardon. Là, la couleur, cette fois-ci, c'est en blanc, c'est plus orange comme pour les titres H2. Et alors, je n'étais pas du tout dans l'obligation, c'était vraiment pour vous montrer qu'on pouvait imposer que ça soit justifié à gauche. Le text align, donc, il n'est pas forcément un center, il peut être à left, à right, suivant comment vous voulez positionner votre texte. Mais là, le fait de le mettre à left, ça ne sert absolument à rien. Parce que par défaut, c'est ce que font les navigateurs. Alors on va voir si le texte apparaît. Et effectivement, tout le texte qui se situait dans des paragraphes apparaît. Alors les liens sont encore pas très jolis, là. Et puis il manque encore. Les listes, là, n'apparaissent pas parce que je ne les ai pas encore gérées dans le CSS. C'est du texte en noir. Mais voyez, on approche quand même. On sent que petit à petit... on va y parvenir. Étape suivante. Alors, l'étape suivante, on va passer justement en couleur des liens. Les liens sur le visuel me semblent être jaunes. Donc, je vais expliquer au CSS que je souhaite que les liens soient jaunes. Les liens se trouvent dans des balises A. Donc, je vais rajouter dans mon code des balises A. Et vous voyez, alors je ne l'ai pas dit pour P, mais il y a plusieurs paragraphes dans le code. Je ne l'ai pas dit pour H2 non plus. Dans le H2, il y avait plusieurs balises H2. A, il y a plusieurs liens. Et donc, cette simple ligne là de propriété, color de point yellow, va mettre tous les liens en jaune. C'est le côté relativement extraordinaire du CSS. Et encore mieux, si vous appliquez le CSS à, je ne sais pas moi, une dizaine de pages HTML qui est présente dans votre site web, il y a juste la ligne qu'on a rajoutée au tout début, qui était surlignée en jaune avec le link href et le nom du fichier CSS, et un simple A color yellow va mettre en jaune tous les liens dans mes 10 pages HTML de mon site. Donc c'est assez extraordinaire. Et si vous en avez marre du jaune sur votre site, parce que les gens qui visitent votre site disent que jaune, c'est pas terrible, il suffit de mettre blue ou je sais pas quoi, et vous changez la totalité des couleurs des liens. Alors, je prends quelques secondes pour voir si j'ai des messages à nouveau. J'en ai pas là. Et par ce biais-là, j'actualise juste ma messagerie. Il n'y en a pas non plus. Alors, je poursuis. Donc là, avec les liens jaunes, ça ne va pas changer grand-chose au niveau de la disposition, vous voyez.
sauf que les liens apparaissent effectivement en jaune. On continue d'avancer et on va passer alors il y a deux types de puces, hein. Il y a les puces numérotées et les puces non numérotées. On va gérer dans un premier temps les puces numérotées qui vont être en vert. Et donc les puces numérotées sont repérées par la balise OL. Bon, ça m'a l'air d'être un vert, là pareil, j'ai pas utilisé la pipette, hein. Ça m'a l'air d'être un vert plutôt primaire. Donc je vais appliquer la couleur green, on va voir ce que ça va donner. Et donc c'est a priori très proche du visuel que je veux. Je ne vais pas apporter d'autres modifications. C'est ce que je souhaitais visiblement. On va regarder le visuel de départ. Bon, il y a peut-être que la police a été changée. Il est possible que la police a été changée. J'ai pas fait l'effort de faire, mais c'est bien possible que la police soit pas la même que celle de l'autre texte. Mais bon, je vais modifier la police une fois pour vous montrer comment faire. Et c'est vous qui, si vous voulez être plus fidèle que moi avec ce visuel, vous n'hésitez pas à modifier la police. Alors, là, on va gérer, il n'y a plus grand chose à gérer. Il y a les puces non numérotées. Donc il faut au moins que ce soit de couleur rouge. Et les puces numérotées, c'était OL, ça correspondait à la balise OL. Maintenant, c'est la balise UL. Je suis parti, une nouvelle fois, je suis parti du principe que c'était la couleur rouge, la couleur de police. J'ai mis que ça pour l'instant. Alors, là par contre, là je me dis que le texte a l'air quand même plus gros. Le texte a l'air quand même plus gros sur le visuel de base. Donc ce que j'ai fait, alors déjà, la police ça me semblait être une autre police, et la taille de la police me semblait plus grande. Alors là, sur les diapositives suivantes, je vous mets des liens vers des pages où, si vous avez envie de vous cultiver, alors sur le EM, qui est une unité de mesure un peu concurrente du pixel, en fait, si vous voulez, qui est très très présente dans le web, mais je considère que ce n'est pas le propos ici de développer sur la signification exacte de cette unité. Donc je vais vous mettre une page juste après où vous pourrez aller vous documenter. Et pareil sur les familles de police, et une page vers laquelle vous dirigez pour voir qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle les familles de police. Alors voici les pages en question. Alors ça, c'est la page qui permet de voir quelles sont les différentes unités de mesure des polices sur le web. Et donc c'est dans un site de référence qui est w3.org. Et donc vous recherchez, il suffit d'aller sur taper EM par exemple, et vous allez avoir cette page tout de suite. Et donc vous voyez là, on nous recommande sur les sites qui sont sur un écran d'utiliser soit l'unité. Alors, je vais quand même juste une seconde. Donc EM, je vous laisse lire la suite de cette page. PX, ça veut dire pixel. Et pourcentage, quand même, je m'attends un tout petit peu. C'est le pourcentage de la zone dans laquelle je me trouve. Par exemple, ça pourrait être le pourcentage, ça pourrait être 80% de la largeur de la fenêtre qui accueille la page web. Très souvent, vous voyez là, on voit un exemple, je n'occupe pas la totalité de la largeur de ma page. J'ai décidé que le contenu de la page serait séparé par, il y a beaucoup de blanc à gauche, beaucoup de blanc à droite. Donc le pourcentage permet de gérer ça. On va occuper que 80% de l'espace, par exemple. Et puis, alors là, je vous laisse, là il y a la partie qui concerne EM, qui est expliquée relativement en détail, si vous voulez éviter d'aller sur la page, vous avez juste à lire ça, ça suffira. Et puis font de family,
Alors voici, alors là le site, c'est le site alors, qui est absolument génial, qui est super bien fait. C'est le site de Mozilla sur toutes les questions des langages du web. C'est vraiment un site de référence. En voici l'adresse. Il suffit juste de taper dans l'outil de recherche Font Family. Et là, donc, on vous explique qu'est-ce que c'est que toutes ces familles de police. Et donc, par exemple, Serif que j'ai choisi là, je ne sais pas si j'ai choisi une police qui est extrêmement fidèle au visuel, mais en tout cas, ça vénère. Et là, vous voyez, c'est des caractères qui possèdent des empattements. C'est-à-dire, alors là, on ne voit pas parce que la police qui est ici, elle est sans empattement. Il n'y a pas de petite barre à l'extrémité du D, du P, alors que vous allez voir, enfin, je ne sais pas si on va voir bien, mais dans le visuel qu'on obtient, après, une fois quand je vais mettre Serif, les lettres ont des petits pattements. Là, le Q, par exemple, en dessous, il y a un petit pattement. Le L, il y a un petit pattement, une petite patte, je ne sais pas comment appeler ça s'appelle un empattement. Le F, il y a un petit empattement, etc. Donc, c'est des polices qui ont une particularité et elles font partie des polices sérif. Voilà, en tout cas, moi j'obtiens ce visuel qui n'est pas fidèle à 100% à ce qu'on a fait, mais qui répond quand même. C'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, on a l'impression que si, tout de même. Et qui donne une première approche. On a déjà vu, on a quand même vu beaucoup de choses hein, dans l'élaboration de ce visuel, et qui donne une première approche donc, du langage CSS. Et j'espère que ça vous donne envie d'aller plus loin.